Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Écrivain français, né et mort à Paris, Huysmans porte un nom d'origine néerlandaise, par son père. Cet ancrage le poussera même à changer ses trois premiers prénoms, deux consonances trop françaises à ses yeux, ou plutôt à ses oreilles, en Joris Karl. Que son père ait été lithographe, graveur et miniaturiste explique peut-être la passion de Joris Karl Huysmans pour la peinture. Non seulement pour la peinture flamande, certaines toiles d'un de ses ancêtres du XVIIe siècle, Cornelis Huysmans, sont au Louvre, mais aussi pour la peinture impressionniste. Il défendra Manet et en particulier son tableau Nana, inspiré du roman éponyme de Zola. Intérêt aussi pour la peinture symboliste ou naturaliste avec Odilon Redon, Gustave Moreau, Jean-François Raffaelli ou un peintre particulièrement cher à Baudelaire, Félicien Rops. Aussi, son œuvre illustrera-t-elle les trois grands courants littéraires et artistiques de la seconde moitié et de la fin du XIXe siècle, le naturalisme, le décadentisme et le symbolisme. Si son parcours de critique d'art croise et conforte son parcours de romancier, c'est la singularité de son écriture qui retient l'attention à travers plusieurs prismes. Premier prisme, Huysmans, dans son roman le plus célèbre, À rebours, confie au personnage central, le dandy et l'esthète désessainte, le soin de scruter et de juger toute la production littéraire de son temps. Second prisme, dans le droit fil des poèmes en prose qu'auront illustré Aloysius Bertrand et Charles Baudelaire, Huysmans conserve un regard de peintre dans deux recueils à la frontière de la nouvelle et du poème en prose, Le Drageoir aux épices et Les Croquis parisiens. Ce faisant, il reprend le précepte d'Horace, ut pictura poesis, la poésie à l'image de la peinture, et il explore à la fois le principe de l'exphrasis, en grec le verbe ekphraso signifie expliquer jusqu'au bout, exposer en détail, et la figure de style nommée hypotypose, là encore un mot grec, hypotyposis, qui a le sens de qui met sous les yeux de manière vivante le sujet qu'on évoque et qu'on peint. Ce n'est donc pas par hasard que les deux recueils précités, Le Drageoir aux épices et Les Croquis parisiens, comportent des titres comme, pour le premier, La Kermesse de Rubens, ou bien l'évocation du peintre flamand Adrien Brouwer, et pour le second, des subdivisions intitulées Paysages ou encore Nature morte. Ce sera donc, pour rendre sensible, l'art du poème en prose, décliné sous la forme de ce que Huysmans nomme lui-même les types de Paris, à la façon d'un Honoré Daumier, l'art aussi d'explorer le lien si étroit entre poésie et peinture, l'art enfin de donner à l'hypotypose et à l'exphrasis leur expression la plus puissante, que nous lirons quelques-uns des poèmes des deux recueils, et surtout du second, selon moi et selon Huysmans lui-même, plus abouti que le premier. Le premier des deux est présenté par un sonnet que je vais lire. Voici ce qu'écrit Huysmans. Des croquis de concert et de balles de barrière, la reine Marguerite, un camailleux pourpré, des naïades d'égout au sourire éploré, noyant leur long ennui dans des pintes de bière, des cabarets brodés de pampres et de lierre,
le poète Villon dans un cachot, prostré. Ma tant douce tourmente, un hareng mordoré, l'amour d'un paysan et d'une maraîchère, tels sont les principaux sujets que j'ai traités. Un choix de bric-à-brac, vieux médaillons sculptés, émaux, pastels pâlis, eau-forte, estampes rousses, idoles aux grands yeux, aux charmes décevants, paysans de Brouwer, buvant, faisant carousse, sont là. Les prenez-vous? À bas prix je les vends. Ce recueil, refusé, je parle du premier recueil, Le Drageois aux épices, ce recueil, refusé par 3 éditeurs, fera aussi dire au dernier d'entre eux que Huysmans, je cite les mots de l'éditeur, refait la Commune de Paris dans la langue française. Voici donc quelques exemples de ce bric-à-brac, de ces estampes, de ces émaux, de ces eaux fortes contenus dans les 2 volumes que j'ai cités. Tout d'abord, dans le premier volume, un poème en prose que je vais lire à présent, qui porte le titre de « Ballade chlorotique ». Il faut préciser que la chlorose, ou phtisie, ou tuberculose, est une tuberculose qui sévit atrocement, on pourrait dire, au XIXe siècle et qui décime les populations et surtout parmi les classes laborieuses. Ballade chlorotique. Mollement drapé d'un camail de nuées grises, le crépuscule déroulait ses brumeuses tentures sur la pourpre fondante d'un soleil couchant. Elle s'avançait lentement, souriant d'un sourire vague, balançant sa taille mince dans une robe blanche piquée de pois rouges. Ses joues se tachaient par instants de plaques purpurines et ses longs cheveux ondoyaient sur ses épaules, roulant dans leurs flots sombres des roses blanches et des mauves. Un peuple de jeunes gens et de jeunes filles la regardait venir, fasciné par son œil creux, par son rire maladif. Elle marchait sur eux, les étreignait de ses petits bras et collait furieusement ses lèvres contre leur bouche. Ils haletaient et frissonnaient de tout leur corps. Hors d'haleine, éperdus, hurlant de douleur, ils se tordaient sous le vent de son baiser comme des herbes sous le souffle d'un orage. Des mères désolées embrassaient ses genoux, serraient ses mains, pleuraient de longs sanglots, et elle, impassible, pâle, l'œil fixe, plein de lueurs mouillées, les mains moites, les seins dardant leurs pointes, les repoussait doucement et continuait sa route. Une jeune fille se traînait à ses pieds, tenant sa poitrine à 2 mains, râlant, crachant le sang. « Grâce !» criait-elle. « Grâce !»« Oh, phtisie, aie pitié de ma mère, aie pitié de ma jeunesse !» Mais la goule, implacable, la serrait dans ses bras et picorait sur ses lèvres de longs baisers. La victime palpitait faiblement encore. Elle l'étreignit plus étroitement et choqua ses dents contre les siennes. Le corps se convulsa faiblement, puis demeura froid, inerte, et les joues se couvrirent de teintes glauques, de vapeurs livides. Alors la déesse voleta lourdement, de pâles rayons jaillirent de ses prunelles et baignèrent de glacis bleuâtres les joues blanches de la morte. Mollement drapé d'un camail de nuées grises, le crépuscule déroulait ses brumeuses tentures sur la pourpre fondante d'un soleil couchant. Chanté par Aristide Bruand. Moi je ne sais pas si je suis une grenelle de Montmartre ou de la Chapelle, ici d'ailleurs ou de la mort. Mais c'est là que la foule a couru, un matin m'a trouvé sur le temps, dans la rue, dans la rue. Y a ben des chances pour que mon père, il ait jamais connu ma mère, qu'a jamais connu mon daron qui doit l'avoir eu
Un soir de noces, il était rond dans la rue, dans la rue. Mais jamais connu d'autre famille que la petite marmoille qui fourmille. Aussi quand je mets Marida, je m'ai mis avec une petite grue qui truquait le soir à dada dans la rue, dans la rue. C'était une petite gonzesse blonde qui avait la gueule de la Joconde, la fesse ronde et le téton pointu, et qui était aussi bien foutue que les statues qui montrent leur cul dans la rue, dans la rue. C'est ça que c'était bien, bonne affaire, mais un beau soir, à ça fait faire, les mœurs l'ont fourré au ballon. Et depuis qu'elle est disparue, je sors qu'à la paire et je fais ballot dans la rue, dans la rue. À présent, vous voulez que j'aille, vous voudriez dit que je travaille. Je pourrais pas, j'ai jamais appris. Va falloir que je vole ou que je tue. Hardi, joyeux, pas vu, pas pris, dans la rue, dans la rue. Et puis zut, et vive les amages, vive les escarpes et vive les grinches. Un jour faudra que je passe aussi. Quand la foule encore accourue pour voir ma gueule en raccourci dans la rue, dans la rue. Huysmans parlait de type de Paris. En voici un qu'il titre « La blanchisseuse », qui fera penser évidemment au tableau d'Edgar Degas. La blanchisseuse. Depuis Nausicaa d'homérique et ennuyeuse mémoire, les reines ne lavent plus leur linge elles-mêmes, et si j'accepte ces déesses élues à la mi-carême, dans le clapotis des litres et le chaos des verres, le nettoyage des jupons et des bas est depuis longtemps confié à de bonnes sous-souilles dont les gros bras font marcher le fer. Depuis nombre d'années, les blanchisseuses ne sont plus parfumées au bain-joint et à l'ambre, comme les roses lavandières de l'Ancret, ou, si celles-ci existent encore, elles n'exercent leur métier que par intermittence et leur véritable profession est sans doute plus lucrative, mais moins avouable. Ah, leur réputation est mauvaise. Ah, les vieilles rôdent comme des chiennes, briffent et boissonnent, assoiffées par le feu des poêles. Ah, les jeunes gourgandines, enragées d'amour et courent de longues prétentaines au sortir des lavoirs, eh bien quoi? Pensez-vous donc que leur vie soit gaie et qu'elle n'ait point le droit d'enterrer au fond des chopines ou des lits la tristesse des journées longues? Et qu'elles aiment et qu'elles boivent, car travailler debout, sous la pluie qui tombe des linges pendus au fil, sentir l'eau qui glisse sur les frisons de la nuque et coule lentement dans le ravin du dos, respirer à pleine bouche la buée des lessives, avoir les reins brûlés par le feu de la mécanique, brimballer sur l'épaule des charretées de draps, se déhancher à soutenir un panier énorme, marcher, courir, ne jamais se reposer, tremper, les chemises dans l'eau bleue, les tordre, les faire essorer, les repasser au fer chaud, amidonner les manchettes, tuyauter les bonnets, être aussi inexact que possible, démarquer le linge ou le perdre, le détériorer, se le faire rendre sans paiement de la note par les femmes et le faire accepter contre argent par les hommes, c'est là leur effroyable tâche, leur effroyable vie. Et combien d'entre elles passeront encore par les dernières étapes de la passion? Leur chemin de croix commence au tisonnement du poêle et finit au baquet des rivières. Quand l'âge a éteint les rumeurs de leur chair et fait se dresser devant elles comme consolation suprême le verre de casse-gueule, alors qu'elles ont inutilement erré jusqu'à 9 heures du matin dans le marché de la rue aux Ours, en quête d'une patronne pressée d'ouvrage, elles vont s'échouer, catarrhales,
dans ce quartier que la Bièvre trempe de ses eaux malades, couleur de cachou et de nèfles. Accroupie, là, depuis les rougeurs de l'aube jusqu'aux fumées du crépuscule, auprès de monstres, vêtus de guenilles, coiffés de marmottes et enterrés jusqu'aux aisselles dans des futailles, elles savonnent à tour de bras, frappent à tour de battoir le linge qui s'égoutte sur la planche. Vues de dos, quand elles sont enfoncées dans des bouillons d'eau sale, leurs échines font saillie sous le canezou crasseux, des brindilles de tignasse courent à la débandade sur leur peau vernissée comme la pelure des oignons. Et elles sont là, efflanquées et mornes, abritant leur chef moussu sous de vieux parapluies rouges, hurlant comme des louves après les gamins qui les insultent, redressant leur squelette courbé sous la hotte de linge, un poing sur la hanche, l'autre à la bouche, en guise de porte-voix, jetant sur tous ceux qui passent ces gueulées d'injures qui leur ont mérité le surnom de l'argot, les baquets insolents. Alors je vais lire à présent un autre poème en prose intitulé Le Gousset. Alors il faut préciser que le gousset désigne, c'est le vocabulaire de Huysmans, très précieux et très précis, on l'aura remarqué. Le gousset désigne le creux de l'aisselle et par extension l'odeur désagréable qui en émane. Le gousset, à Guy de Maupassant. Il est des odeurs suspectes, équivoques, comme un appel dans une rue noire. Certains quartiers du Paris laborieux les dégagent lorsqu'on s'approche l'été d'un groupe. L'incurie, la fatigue des bras qui ont peiné sur d'accablants travaux, explique l'âpre fumée de boue qui s'élève des manches. Plus puissante encore et plus rude, je l'ai suivi, ce fleur à la campagne, sur un peloton de faneuses passant en plein soleil. C'était excessif et terrible. Cela vous piquait les narines comme un flacon d'alcali où vous les saisissez, irritant les muqueuses par une rude senteur, tenant du fauve relent du canard sauvage cuit aux olives et de l'odeur pointue de l'échalote. Somme toute, cette émanation n'avait rien de répugnant et de vil. Elle se mariait comme une chose attendue à l'odeur formidable du paysage. Elle était la note pure, complétant par le cri de chaleur de la bête humaine la mélodie odorante des bestiaux et des bois. Mais laissons cela, aussi bien, je ne veux pas m'occuper des goussets négligés, de l'humanité bestiale, populacière et campagnarde, sans souci d'ablution et sans moyen de repos. Je veux simplement parler de l'exquis
et divins fumets préparés par les femmes de nos villes, où qu'elles se trouvent et chauffent, dans un bal l'hiver ou dans une rue l'été. Moins tamisé par la batiste ou par la toile qui le raffine en le vaporisant, comme fait d'ailleurs le mouchoir de l'essence qu'on y verse, le parfum des bras féminins est moins clarifié, moins délicat et moins pur dans la robe ouverte du bal. Là, l'arôme du valérianate d'ammoniac et de l'urine s'accentue brutalement parfois, et souvent même un léger fleur d'acide prussique, une faible bouffée de pêche talée et par trop mûre, passe dans le soupir des extraits de fleurs et des poudres. Mais c'est au moment où la Parisienne est la plus charmante, au moment où, sous un soleil de plomb, par un de ces temps où l'orage menaçant suffoque, elle chemine, abritée sous l'ombrelle, suant ainsi qu'une gargoulette, l'œil meurtri par le chaud, le teint moite, la mine alanguie et vannée, que sa senteur s'échappe, rectifiée par le filtre des linges, tout à la fois délicieusement hardie et timidement fine. Jamais femmes ne furent plus désirables qu'à ces instants où les robes d'Oxford les moulent de pied en cap, collantes comme les chemises mouillées qui les emprisonnent dessous. L'appel du baume de leurs bras est moins insolent, moins cynique que dans le bal où elles sont plus nues, mais il décage plus aisément la bête chez l'homme. Diverse comme la couleur des cheveux, ondoyante comme les boucles qui la recèlent, l'odeur du gousset pourrait se diviser à l'infini. Nul arôme n'a plus de nuances. C'est une gamme parcourant tout le clavier de l'odorat, touchant aux entêtantes senteurs du seringa et du sureau, rappelant parfois le doux parfum des doigts qu'on frotte après y avoir tenu et fumé une cigarette. Audacieux et parfois lassant chez la brune et chez la noire, aigu et féroce chez la rousse, le gousset est flottant et capiteux, ainsi que certains vins sucrés chez la blonde, et l'on pourrait presque dire qu'il est en complète accordance avec la façon qu'ont les lèvres de distribuer le baiser, plus appuyée et plus colère chez les brunes, plus fervente, plus personnelle peut-être chez les blondes. Mais que la couleur des toisons poussées dans les dessous de bras soit foncée ou claire, que leur bouquet ondule comme une moustache, ou frise comme de minces copeaux d'acajou et de palissandre, il faut bien avouer que la nature est maternelle et prévoyante, car elle a distribué ses boîtes à épices pour saler et relever l'amoureux ragoût que l'habitude rend si indigeste et si fade, même à ces résignés de la chair qui ont sciemment consenti à abdiquer, dans une commune alcôve, leur goût absolu de repos et de diète.
lis un dernier poème en prose tiré du premier recueil, Le Drageoir aux épices, intitulé Le hareng sort. Ta robe, ô hareng, c'est la palette des soleils couchants, la patine du vieux cuivre, le ton d'or bruni des cuirs de Cordoue, les teintes de santal et de safran des feuillages d'automne. Ta tête, ô hareng, flamboie comme un casque d'or, et l'on dirait de tes yeux des clous noirs plantés dans des cercles de cuivre. Toutes les nuances tristes et mornes, toutes les nuances rayonnantes et gaies, amortissent et illuminent tour à tour ta robe d'écaille. À côté des bitumes, des terres de Judée et de Cassel, des ombres brûlées et des verts de Chille, des bruns vandiques et des bronzes florentins, des teintes de rouille et de feuilles mortes, resplendissent de tout leur éclat les ors verdis, les ambres jaunes, les orpins, les ocres de rue, les chromes, les oranges de Mars. Ô miroitant et terne enfumé, quand je contemple ta cotte de maille, je pense au tableau de Rembrandt. Je revois ces têtes superbes, ces chairs ensoleillées, ces scintillements de bijoux sur le velours noir. Je revois ces jets de lumière dans la nuit, ces traînées de poudre d'or dans l'ombre, ces éclosions de soleil sous les noirs arceaux. Voilà, je voudrais indiquer que, comme l'avait fait d'ailleurs l'éditeur dont j'ai parlé, je pense qu'on se sera rendu compte qu'en effet, la langue de Huysmans refait la Commune de Paris dans la langue française. Je voudrais indiquer aussi que pour ceux que ces tableaux parisiens, ces croquis parisiens intéressent, on peut aussi peut-être les explorer à travers la photographie, des photographes qui sont relativement peu connus et un peu oubliés, qui datent des premiers temps de la photographie. Pour le premier, il s'agit des photographies de Paris de Charles Marville, qui est mort en 1879, donc ce sont vraiment les débuts de la photographie. Et puis un autre photographe intéressant aussi qui a photographié Paris, c'est le photographe Eugène Atget, qui lui est mort un peu plus tard en 1927. Enfin, je voudrais indiquer que dans le cadre de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord une chanson d'Aristide Bruand, qui lui aussi a évoqué le Paris populaire, une chanson qui s'intitule « Dans la rue » et qui était chantée par Bruand lui-même. Et ensuite, vous avez pu entendre deux extraits du compositeur russe César Cui, deux préludes de l'opus 64, le premier prélude, le numéro 2, et le second prélude, le numéro 16, interprété au piano par Geoffrey Bigeul. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.